Une camionnette dévastée est grimpée sur le trottoir, surélevée, pour piquer les roues, puis incendiée. Des traces noires sur 6 mètres de hauteur. On n'a jamais retrouvé le tueur du Dahlia, énonce un graffiti à la bombe sur un mur d'enceinte séparant la rue de la cour d'un établissement scolaire pour filles. Le cœur est enrobé de cellophane avec un pli gorgé de sang. Fusil à lunettes de visée laser, point rouge, la cible, remontée depuis les entrailles vers le cœur. Contourner le poumon gauche, suivre la trachée artère positionnée tempe ou au milieu du front. Balle doum-doum fendue en croix au couteau de chasse, pom, éclate au moment de l'impact, fracassant l'os crânien, pulvérisant des éclats dans les 2 hémisphères, mort instantanée, sans but, sans motivation, sans ennemi assigné, implacable. La pure mort quand elle se manifeste. Et pour comprendre, il y a cette pièce versée au dossier. C'est une rédaction rédigée dans les semaines qui ont suivi le tir. Sujet, raconter un épisode célèbre de l'histoire, tirez-en une conclusion. La rédaction. Robert Howard était un gringalet, il n'avait pas de muscles, ses os étaient tout petits, alors il a fait du sport et des haltères. À la fin, il mesurait 1,90 m, il pesait 100 kg, il a écrit Conan le barbare. Alors je précise, parce qu'on en discutait hier, moi je ne savais pas du tout, alors je sais que Charles est auteur, qu'il a publié 3 romans au Seuil. Donc il y avait Génie du proxénétisme en 2008, Dans les cités en 2011 et Fabrication de la guerre civile en 2016. Donc ça c'est un extrait qu'il vient de vous lire. Et encore un livre qui s'appelle, que tu viens de publier en 2018. Qui s'appelle Infinite Loss, dont c'est un tout petit tirage, une centaine d'exemplaires, il y en a quelques-uns à la librairie. Voilà. Mais j'ai aussi appris, il m'a expliqué hier qu'il faisait des performances, c'est-à-dire qu'il lit à haute voix avec de la musique, de la vidéo, et j'avoue que je n'avais pas vraiment compris, mais moi, je suis très impressionné par sa façon de lire. Et voilà, du coup, tu m'as beaucoup intimidé maintenant, je ne sais plus. Du coup, je vais lire le début du roman. Donc c'est Le Bon Fils, c'est mon 2e livre. Je vais vous lire un petit extrait. Je marche, l'âme légère, mais mon père me rattrape. Sa voiture a beau être vieille et toute cabossée, la voici qui me double tout en crachotant une épaisse fumée noire. Puis j'entends un petit couinement, un couinement désagréable, celui de la vitre côté passager que l'on baisse. Remonte tout de suite, gronde mon père avant de me barrer la route comme le font les policiers lors d'une course-poursuite. Tu te crois malin ? Ne m'oblige pas à descendre, me dit-il en allongeant son cou de serpent. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Le garçon qui est en moi tressaille. Il me souffle de faire demi-tour et de m'enfuir à toutes jambes. Je lui réponds « À quoi bon ? De toute manière, il saura où me trouver. » Alors je m'exécute en serrant les dents. « Tu me fais du mal, me dit-il une fois la porte refermée. Tu t'acharnes sur ton pauvre père. » Ça y est. Le voici qui recommence à geindre. On dirait un vieil âne que l'on presse de monter au sommet d'une colline. Si j'avais le choix, poursuit mon vieil âne de père, je t'aurais laissé filer sur la longue route. Mais les pères doivent prendre soin de leur fils. C'est ainsi depuis toujours. Même si c'est un fils comme toi. Mets ta ceinture. Tu mériterais une bonne correction. Et pas une petite gifle de femmelette. Non, si j'étais un peu plus en forme, poursuit mon papa, si j'en avais la force, je t'arracherais la tête. Le moteur se met à tout sauter et nous voilà repartis de plus belle. Des jours que nous cahotons sur des nationales en mauvais état, des nationales serpentines qui me donnent des hauts de cœur, des nationales qu'il me faut parfois affronter seul quand mon père me force à conduire. Regarde dans la boîte à gants, me dit-il. Alors je regarde dans cette foutue boîte à gants et j'en ressors un macaron aimanté noir et blanc, un macaron où se dessinent 2 silhouettes, l'une est plus petite que l'autre et affiche un grand sourire, un macaron où il est inscrit « Conduite accompagnée ».
Je ne veux pas conduire. Voilà ce que je répète à mon père. Et mon père me répète que je ferai ce qu'il me dit de faire. Compris, Albertin? Quand il cherche à me blesser, mon père insiste sur mon prénom. Un prénom qu'il a choisi avec la complicité de ma mère. Je les imagine penchés sur mon berceau, le répétant jusqu'à ce que les rires dans la salle fusent de toutes parts. Albertin, Albertin, Albertin. Mon père est mort. Il vient tout juste de rendre son dernier souffle. Il y a 1 minute encore, il me disait « Tu me fatigues, tais-toi donc ». Le soir tombe sans se presser. Je ralentis et me demande ce que je vais bien pouvoir faire du corps, quand soudain, allume les phares, Albertin. Mon père est de nouveau vivant. Je dormais, voilà tout. Tu voudrais te débarrasser de moi? Tu voudrais te débarrasser de ton pauvre père, fils ingrat. Allez, rétro intérieur, extérieur, clignotant, mais double-le, passe la 5e, bon sang. Et le clignotant, c'est en option? Je souffle. Mon père souffle aussi. Arrête de souffler. Donc, Denis Mikilis, Le Bon Fils, c'est son 2e livre, sorti en 2018 chez Notabilia. Et vous connaissiez peut-être le premier livre qui avait été invité dans le cadre du festival, qui s'appelait La chance que tu as, sorti au Seuil en 2014. Stock, pardon. Première question du coup. Première invitation. Donc vous l'avez saisi, et vous le savez, on se succède dans la résidence ici. Et avant d'attaquer sur la littérature, j'avais du coup une question, voilà, une espèce de première approche, parce que c'est pas inintéressant, et puis ça a beaucoup de résonance avec du coup certains des thèmes qui sont présents dans tes livres. Je voulais te demander, en fait, j'ai débarqué, puis tu débarques dans un lieu que tu connais pas, une ville que tu connais pas, un appartement vide entre guillemets. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'habiter? Qu'est-ce que c'est pour toi cette façon de venir se poser dans un endroit et d'habiter là temporairement? Alors, c'est une vaste question. Alors, habiter, habiter un lieu, pour moi, c'est toujours à la fois très angoissant et très rassurant. C'est-à-dire que ça me rassure parce que ça m'évite de sortir dans le monde extérieur. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'écrire. Ça m'évite, même si on écrit sur le monde, mais en tout cas, voilà, on n'est peut-être pas confronté directement. Et d'un autre côté, oui, ça m'angoisse parce que j'écris pour le moment, mais le 3e livre qui paraît en janvier prochain est dans la même veine. J'écris sur des lieux clos, ce qu'on appelle le huis clos. Donc j'écris vraiment sur une chambre, une pièce, une cave, un lieu anonyme. Et je ne sais pas d'où ça me vient, cette angoisse, en fait. Je n'ai pas de réponse. Je pense que ça me vient aussi de mes lectures quand j'étais jeune. J'ai beaucoup lu de romans d'épouvante. Je suis fascinée par la maison hantée. Je rêve d'écrire Mais enfin, quand j'ai vu l'immeuble hier, qu'on va bientôt détruire, je pense que je vais avoir plein d'idées sur un éventuel lieu hanté. Donc voilà, mais après le lieu où l'on va, après juste une parenthèse sur la résidence, c'est qu'en fait c'est très reposant de devoir aller dans un lieu anonyme dans lequel on n'habite pas, dans lequel on a finalement très peu de soi, très peu d'affaires. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'écriture et ça donne du temps pour écrire, mais j'ai envie de dire du temps un peu aussi pour perdre son temps. Je veux dire, je vois Céline qui me regarde, mais perdre son temps, c'est aussi essayer des choses. C'est se tromper, c'est chercher, ne pas y arriver. Et ça, une résidence d'écrivain le permet. Et quand on est chez soi, quand on a une vie de couple, une vie de famille, quand on a une vie quotidienne, je trouve qu'on a plus de pression d'écriture. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais est-ce que toi, ça te permet aussi la résidence d'essayer des choses que tu ne ferais pas chez toi, dans ton appartement, par exemple? Ouais, c'est sûr que, en fait, ce qui est très beau dans une résidence, c'est qu'une résidence, c'est une espèce d'énorme plateau de jeu, d'un jeu qu'on ne connaît pas, en fait, avec plein de nouvelles pièces, avec plein de... Il y a le territoire, il y a les histoires dans ces lieux-là, il y a les gens qu'on rencontre, il y a les univers qui ne sont pas nos univers familiers, puisque
l'écriture d'un livre, c'est un temps qui est beaucoup, beaucoup plus long que le temps de la résidence. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la façon dont on travaille. Les résidences sont des temps courts. Donc là, subitement, il y a une espèce de plateau de jeu un peu inattendu. Et il y a en tout cas, moi, j'ai un plaisir assez fort à essayer d'imaginer dans cet endroit-là, et avec ces pièces inédites, avec ces matières inédites, qu'est-ce qui pourrait surgir comment je pourrais jouer avec la Mayenne, avec Laval, avec les gens que j'ai rencontrés ici sur la résidence, par exemple. On a lancé un projet un peu assez rigolo. En fait, on a imaginé un casting populaire. Vous avez peut-être vu ces affiches qu'on a diffusées dans des lieux culturels, dans les bibliothèques, qui étaient des partenaires de Lecture en Tête, mais aussi dans des boulangeries, dans des boucheries, avec une seule indication, c'est casting populaire, c'est ouvert à partir de 15 ans, et venez comme vous êtes. Voilà. Et donc, sans annoncer que c'était un projet de littérature. Et on a eu pas mal de gens qui sont venus, et du coup, avec des profils très différents, des âges très différents, des histoires, des parcours, des milieux sociaux très différents. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer, par rapport aux gens que je ressentais, par rapport aux figures, par rapport aux visages, aux accents, une succession de projets. On vous montrera, si vous êtes dans le secteur, on vous montrera une forme. On va travailler et en vidéo. En plus, ce qui est très agréable, c'est que du coup, je peux inventer les projets au fur et à mesure. Comme ça, essayer de rajouter des choses au fur et à mesure des gens que je rencontre. Donc, on a et du projet en vidéo à la fin, et un projet de lecture qui aura lieu lors du jour le plus long, donc le 23 juin, où une dizaine de lecteurs seront présents sur scène avec une dizaine de musiciens du conservatoire, drivé par Alexandre Gosse, qui est professeur de jazz là-bas. Donc 20 personnes sur scène pour 1 heure de lecture, 20 personnes qui sont presque amateurs pour 1 heure de lecture. Et voilà, ça c'est typiquement des choses que j'aurais pas pu faire chez moi tout seul. Il y a là vraiment un plaisir. En fait, être en résidence, c'est comme traverser un jardin pas connu et découvrir plein de fruits et se dire, tiens, là je vais pouvoir faire une tarte. Et du coup inventer, voilà, cuisiner au fur et à mesure. Je te vois pas faire des tartes, je sais pas pourquoi. Eh si ben, en fait, si. Ah si, d'accord. Moi, je fais très bien les tartes. Donc, Alors du coup, je vais rebondir sur cette histoire de lieu, parce que tu as commencé là-dessus, et le lieu dans tes 2 livres est hyper présent. C'est intéressant parce que tu poses des lieux qui sont assez forts. Donc, dans La chance que tu as, le lieu s'appelle le domaine. Et dans Le bon fils, le lieu, c'est la maison. Alors, tu vas en parler longuement. Et puis, c'est sans doute un terme dont on va parler pas mal parce qu'il y a plusieurs façons d'en parler. Mais ce que je trouve très intéressant, même si le lieu n'est pas ton sujet, tu as besoin de poser des lieux qui sont très, très forts et qui sont presque plus qu'un cadre, en fait. Je ne sais pas comment tu décrirais ça. C'est-à-dire que c'est lié en fait j'ai envie de dire au système d'écriture. C'est-à-dire que contrairement à toi, on en parlera, c'est que moi j'ai très peu de personnages, j'ai parfois 3 ou 4 personnages, j'ai un lieu que je décris à peine en général, je m'arrange pour donner quelques pistes, mais pour qu'ensuite le lecteur fasse le travail. Par exemple, dans le domaine, dans La chance que tu as, c'est un restaurant qui est perdu comme ça à l'orée d'une forêt, dans lequel les parents abandonnent leur jeune fils, qui a presque le même âge que dans le bon fils que je venais de vous lire, et qui l'abandonne pour travailler, en fait, pour devenir serveur. Et voilà, et donc il va mettre un pied dans ce domaine, dans ce restaurant, et il va ne plus en sortir, ou en tout cas il va tenter d'y échapper, et il va vivre un véritable enfer qui est en fait une sorte de métaphore de la manière dont on traite aujourd'hui les jeunes au travail. Et ce lieu, oui, c'est un lieu... j'ai beaucoup de lecteurs à chaque fois m'en parlent et me disent mais tu as très bien décrit le restaurant, tu as bien décrit la restauration, mais en fait je ne décris rien. Je dis une table, une nappe, c'est purement minimaliste en fait. Mais c'est dû vraiment à... Comment dire, c'est quand j'ai écrit le premier roman, j'étais persuadée je ne voulais pas d'écrire en fait. La description ne m'intéressait pas en fait. Littérairement, ça ne m'intéressait pas. Et donc j'avais choisi de ne rien décrire. J'avais presque écrit une pièce de théâtre. Et ensuite, bon, on m'a un peu encouragé. On m'a dit, écoute, quand même, Denis... explique-nous un peu où on est, parce qu'on ne comprend même pas. Est-ce qu'on est dans une salle de restaurant? Et là, petit à petit, au fur et à mesure des livres, j'apprécie de plus en plus la description en littérature. J'en lis de plus en plus. Et je comprends de plus en plus à quoi elle sert aussi. Mais c'est purement... souvent, c'est purement technique. En fait, la raison, elle est purement langagière. Il n'y a pas de grande réflexion autour.
Voilà. Alors du coup, vous verrez quand vous ferez l'expérience de lire les livres, il y a quelque chose qui est assez étonnant quand même dans la présence des lieux tels que tu les construis, c'est qu'effectivement ils sont donnés de manière très minimaliste, mais il y a en fait ils enferment. Peut-être c'est ça, c'est-à-dire que la façon dont tu poses les lieux dans tes romans arrête presque le reste. En fait, écarte le reste du monde, ce qui permet du coup une espèce d'intensification de ce qui est en train de se passer à l'endroit où le roman parle. D'ailleurs, si on prend la chance que tu as. Le début du livre, c'est donc les parents qui emmènent leur fils en voiture. Une scène qui a quelque chose qui n'est pas éloigné d'ailleurs du passage que tu as lu du deuxième roman, Le Bon Fils. Il y a une espèce de point commun là dans ce premier plan, on pourrait dire, au cinéma, avec cette voiture qui avance, hop, et cette discussion entre les parents et le fils, et cette espèce de fêlure qui commence à apparaître. Et le lieu apparaît, donc il y a à la fois le lieu apparaît comme une espèce de château-restaurant, voilà, dans lequel ce serveur va venir travailler. Mais il y a une autre opération, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il neige. Dans la chance que tu as. Non, il neige à la fin, il me semble. Il neige pas aussi au début. Non, je sais plus. Alors, peut-être c'est moi qui fantasme. Mon livre, en fait. Non, si, tu as raison. Il y a un dérèglement. Non, parce qu'il y a un dérèglement du temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'été et la mère dit au fils « Je sens qu'il neige, c'est un temps à la neige ». Ce qui est absurde, puisqu'au fond, on est en été. En fait, c'est une indication. Là, pour le coup, c'est réfléchi et c'est encore une fois purement... là, c'est très romanesque. C'est une indication au lecteur pour dire qu'on rentre dans un autre monde, que quelque chose est en train de se dérégler. Et tout se dérègle. Donc, il y a ça. Et alors, du coup... neige, voilà. Et alors, moi, j'avais pas forcément vu ça, mais tu as raison, évidemment. Et l'autre truc, c'est que cette neige qui tombe, là, elle fait le silence du reste du monde. Et c'est ça qui est assez beau. En fait, tu as vraiment cette disparition, ce qui fait qu'il va y avoir ce thème dont tu as parlé tout à l'heure, le huis clos, c'est-à-dire cet enfermement et cet isolement à l'intérieur de cet espace-là, qui va être très fort. Mais l'isolement, c'est aussi une façon pour moi, et je reviens au huis clos, c'est aussi une façon pour moi de m'affirmer aussi. Voilà, c'est pas pour délivrer un message, mais c'est parce que la violence qu'on exerce à l'égard des enfants et des femmes, la violence que j'appelle la violence domestique, pour moi, c'est la violence qui m'est le plus insupportable. Et c'est celle dont on ne parle pas, parce qu'elle n'est pas politique. Enfin, c'est-à-dire que le politique n'agit pas sur la violence domestique. Il peut, bien sûr, mais il agit de façon beaucoup plus rapide et par exemple, sur une violence d'attentat, les terroristes, etc. Il peut dire quelque chose, mais la violence domestique, elle est par essence cachée, et c'est à ça, c'est à ça que en tout cas, j'ai consacré mes 2 premiers livres, le 3e aussi, d'une certaine manière, d'où l'enfermement en fait, d'où cette fascination pour l'enfermement. Et alors du coup, si je rebondis là-dessus, en continuant à avancer un peu sur les questions, tu nous parles là de violence domestique, violence familiale, donc on est un peu sur des sujets de société. Et en fait, ce qui est intéressant dans la façon dont tu les abordes, c'est que la question sujet de société, qui serait un peu interrogation du monde, en fait disparaît assez vite au profit d'autre chose qui est plus subtile, qui est pas de la psychologie. C'est là où il y a une espèce de chose qui est assez subtile et que moi j'appellerais la structure perverse. En fait, tu poses dans ton premier livre avec l'entreprise et dans le deuxième livre plus autour de la famille, une espèce... Comment des êtres fabriquent autour d'un individu une espèce de structure perverse qui va peu à peu ni le contrôler, ni le saisir, mais le pousser à un endroit où il n'a pas envie d'être. On a tous vécu ça. Cette chose qu'on peut analyser par de la sociologie ou par de la psychologie, et qui pourtant est peut-être presque plus forte que ces dimensions-là, qui a une dimension presque magique un peu. C'est la façon dont des êtres prennent l'emprise sur nous et nous broient à petit feu. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je trouve très fort et voilà, que moi j'appelle la structure perverse, que je trouve très présent dans les 2 livres. Oui, alors c'est toujours un peu compliqué quand on me parle de perversité. Je rencontrais une classe récemment justement pour la chance que tu as et les élèves me demandaient si j'étais sadique. Donc bon, alors, je suis pervers, je suis sadique. Je pense qu'il y a une part de sadomasochisme en moi. D'ailleurs, c'est très présent dans le premier. Je dirais pas perversité, mais j'ai un plaisir pervers à mettre mal à l'aise. Mais ça, c'est aussi pour ça que j'écris. C'est ce qui m'intéresse, c'est de décaler les choses et de mettre le lecteur dans une position très inconfortable. Mais ça, c'est un plaisir, encore une fois, d'écriture, et c'est aussi une façon de nous mettre face à nos... je pense face à un certain aveuglement de notre part, un refus de voir la violence qui est déjà en nous,
et autour de nous, et surtout, encore une fois, chez nos proches. On le voit bien d'ailleurs quand on voit bien tout un tas de personnes qui s'emballent pour des causes qui sont très éloignées d'eux, et au fond on se rend compte qu'ils ne tendraient pas la main à leurs voisins, à quelqu'un de la famille. Et moi je m'arrange en fait pour placer le lecteur, et pour nous placer, et moi-même, face à nos contradictions. Donc oui, c'est une certaine perversité. Et c'est aussi, pour finir là-dessus, c'est aussi, comme tu disais, ce sont des personnages qui n'ont pas de désir pour eux, mais où les autres ce sont les autres qui désirent pour le personnage. Et ça, c'est quelque chose qui forcément qui dérange, puisque la littérature est construite plutôt, enfin, sans faire de cours de littérature, mais en général, les livres sont un personnage a un désir fort et voilà, il va accomplir quelque chose. Dans mes livres, c'est le contraire, ils n'ont pas de désir, mais les autres désirent pour eux. Donc ça rend aussi la chose compliquée, mais bon, voilà, moi je disais, je fais des huis clos, donc c'est 3 fois rien, ça, c'est une pièce, une maison, un personnage. Alors, toi, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que ce sont des lieux immenses, ce sont des centaines de personnages, ce sont des milliers de pages. Par exemple, dans Les Cités et Fabrication de la guerre civile, qui sont 2 livres qui fonctionnent ensemble, mais qu'on peut lire séparément, et qui racontent comme ça une cité fictive dans une banlieue lointaine, et qui entrecroisent des destins, des centaines de personnages. Ça, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça, je te disais ça hier, je trouve ça monstrueux presque. C'est-à-dire que pour moi, les lieux chez toi sont tentaculaires. Ils ne finissent pas de pousser, ce sorte de mauvaises herbes qui pousseraient. Est-ce que tu es d'accord avec mon image, ou est-ce que Ouais, alors c'est pas que de la mauvaise herbe, mais c'est vrai, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien en fait l'idée de planter un jardin. En fait, finalement, c'est quoi un livre ? C'est dresser, c'est imaginer un espace, et moi j'aime bien mettre de la terre, de l'engrais, et puis jeter plein de graines et voir comment ça pousse, en particulier dans les cités Fabrication de la guerre civile, qui est donc consacrée à une cité de banlieue, la cité des Pigeonniers. Les 2 livres se déroulent sur presque 1 an et demi, et du coup le projet de roman, c'est vraiment un projet de peuple, c'est comment des gens vivent, et évidemment à travers ça, c'est comment nous vivons, ce que nous faisons quand nous vivons, ce que nous faisons les uns aux autres, et plus globalement, comment nous arrivons à inventer autant de façons de vivre mal, de nous rendre malheureux mutuellement. Tout le livre n'est pas axé sur des gens qui se rendent malheureux. Il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour, puisque c'est 1 an et demi de vie à l'échelle de 150 habitants sur lesquels on se focalise plus précisément, jeunes, vieux, hommes, femmes, des gens qui travaillent, des gens qui trafiquent, des gens qui cherchent du boulot. Voilà, tout un ensemble de... Et ce qui me passionne, c'est d'essayer de créer un espace vivant, et c'est pour ça que je reviens sur cette métaphore du jardin, et ces graines, et ces êtres qui naissent en fait sur une chose toute bête. Le grand plaisir du romancier, c'est le plaisir de faire émerger cette créature, et la créature, elle émerge sur un nom. C'est nommé... La petite graine, c'est le nom du personnage, c'est Bouddha, c'est M, Litchi, GTA. Ça, c'est un premier geste qui est très beau, parce que quand j'invente un personnage et que je lui donne un nom, je sais pas vraiment... Je peux avoir une vague idée, je sais où j'ai pris la graine, par exemple. Je sais que j'ai pris une graine dans mon petit sachet dans lequel j'avais mis les caïds, ou au contraire les gens qui bossaient pas. Donc il y a quand même une espèce de petite indication, comme on prendrait du persil ou de l'ail, ou des légumes, etc. Bon. Mais je ne sais pas comment il va pousser, parce que le jardin est un espace vivant, donc je ne sais pas à quoi il va se nouer, je ne sais pas à quoi cette graine quelles autres graines elle va s'hybrider, comment elle va réagir, quels oiseaux vont venir taper là. Et c'est ça qui est très beau. Et en fait, j'ai l'impression... Enfin, c'est ça qui est très beau, pardon. C'est ça que je trouve très beau dans le processus d'écriture. C'est le moment où, effectivement, tout ce jardin se met à bruisser, à vivre, à parler, à raconter des choses, à se déformer et à venir me faire des propositions. Il y a un moment où, si cet univers, il est suffisamment dense, suffisamment riche, suffisamment rendu vital, il est capable de m'apporter des choses dont je n'avais pas besoin, dont je n'avais pas forcément envie, comme auteur, je veux dire, et dont je ne sais pas forcément quoi faire, et il va falloir que je réponde. Et c'est-à-dire que tout le processus d'écriture va être un processus de jardinage, c'est-à-dire comment moi je taille, je construis, je dessine, j'accepte ce jardin, j'accepte ce qu'il me propose, et j'essaye là aussi d'en tirer parti, un peu comme ce que je disais de la résidence d'ailleurs tout à l'heure. La résidence qui m'offre un territoire que je ne connaissais pas, eh ben, il faut que j'essaye de le faire fructifier,
voilà, de me nourrir de ça et puis de rendre des choses à nouveau qui sont belles. Et finalement, un roman, c'est la même chose. Et cet espace où le roman commence à vivre tout seul, voilà, là, il y a quelque chose qui est assez émouvant. Un exemple de ça, parce que ça peut sembler très abstrait, il y a un personnage qui est présent. Alors, je réécris beaucoup. Non seulement c'est des gros livres, mais en plus, je les réécris 20 fois systématiquement. J'ai besoin de retravailler. Voilà, à nouveau, c'est du jardinage. J'ai besoin de labourer la terre, et puis tout revient et puis ça repousse, et je laboure une nouvelle fois, et ça repousse. Et il y a un personnage qui apparaît au tout début du livre, qui s'appelle l'Opossum, qui est un personnage qui va être présent peut-être 10, 11, 12 versions du livre. Et à partir de la 13e, ce personnage, qui est un chien, devient la sœur du narrateur, à partir de la 13e version. Donc ça fait vraiment une variante, passer du chien. Et pourquoi ? Parce que ce qui apparaît autour de l'Opossum, les thématiques, la façon dont je ressens ce chien-là, il y a un moment où ça pousse, ça me propose une espèce de fruit. Je me dis, bon, ok, j'avais prévu que ce soit un chien, en fait, ça peut pas être un chien, et je suis obligé de transformer ça, et du coup, de réécrire tout le livre à partir de là. Il y a, alors un poil plus tôt, mais c'est un peu la même idée, il y a un moment où dans ce travail de jardinage, là, il y a une série de pages qui me viennent comme ça, très, très librement, série de petites historiettes, de scènes, de flashs comme ça, qui sont tous scandés par une phrase répétitive qui est « ce qu'ils font dans les arbres ». Et il y a un petit bout de récit, puis « ce qu'ils font dans les arbres », petit bout de récit qui parle d'autre chose, « ce qu'ils font dans les arbres ». Et je me retrouve donc avec un texte de, je sais pas, 7, 8, 10 pages, que j'aime bien, mais qui rentre absolument pas dans le roman. Alors voilà, c'est comme si vous aviez prévu un jardin, et puis subitement, il y a un séquoia qui pousse au milieu, et qui explose les allées que vous aviez tracées. Et du coup, là, on est bien dans cette histoire de jardinage, c'est quand j'ai ce séquoia qui pousse, ces 10 pages là qui apparaissent, je me dis, en fait, elles sont belles, j'ai envie de les garder, et donc il faut refaire tout le jardin autour de ce séquoia. Et donc, en fait, il faut raser tout le reste pour pouvoir reconstruire. Et donc, à la 7, 8, 9e version, je suis obligé de réécrire tout le livre en fonction de ces 10 pages qui ont apparu. Et si je ne me donnais pas ce temps-là, ces 10 pages, elles n'auraient pas eu le temps d'apparaître, et donc elles ne m'auraient pas permis de transformer le livre. Elles ne m'auraient pas offert cette transformation du livre. C'est là où, voilà, ce type de travail qui est très lent, très laborieux, et qui met beaucoup de terre aux bottes, voilà, a quand même quelque chose de précieux, parce que ça offre ce que connaissent tous les gens qui jardinent, c'est-à-dire le bonheur de cette chose inattendue qui pousse. Mais tu parles beaucoup je t'écoute depuis tout à l'heure avec cette histoire de jardin et de plantes, mais c'est quand même très minéral ce que tu écris. On est quand même beaucoup plus dans le béton, dans la construction, dans la destruction. Parce que dans le premier, il faut quand même dire, dans le génie du proxénétisme, c'est la construction d'une grande maison close dans une région française qui n'est pas nommée pour sauver l'économie française. Donc c'est pas un peu une bonne idée, hein, enfin selon. Et dans la fabrication de la guerre civile, dans les cités, on est quand même dans le minéral. Ou alors est-ce que j'ai pas vu le végétal? Non. Alors en fait, dans les cités, il y a un thème du végétal qui est très présent, parce qu'il y a donc dans les cités, qui est le premier volet de ce cycle romanesque là sur cette cité des pigeonniers, il y a un groupe d'activistes qui s'appelle les biogoths. C'est un groupe d'activistes écologistes écoutant du heavy metal, qui font des attentats terroristes sur l'ensemble de la cité, et qui en particulier viennent planter du chien-dent, des orties, et qui mènent des assauts sur les immeubles de bureaux avec des seed bombs. Les seed bombs, vous connaissez peut-être, c'est des grenades faites de terre à l'intérieur desquelles il y a des graines. Et ils utilisent donc ça pour aller végétaliser les espaces qui ne sont pas végétalisés. Il y a une séquence aussi où ils attaquent une route nationale avec un... Je ne t'aiderai pas. Avec c'est pas alors, non, parce que j'ai le terme québécois qui me vient, c'est un décrouteur d'autoclave, mais en français c'est un marteau-piqueur, pardon. Voilà, donc ils font un assaut sur la route. Ils sont placés à plusieurs endroits pour repérer l'arrivée des policiers, et donc ils font sauter une bande de 3 mètres sur la route nationale, de manière à pouvoir y implanter du chien-dent. Donc voilà, le thème végétal est présent. Mais peut-être sur cette histoire, parce que tu as raison, sur l'histoire minérale et organique, on va dire, et du coup l'organique, c'est les humains à l'intérieur dans les cités comme dans Génie du proxénétisme. Ce qui pousse, voilà, c'est nous, et une façon particulière de nous raconter. Oui, ce sont les humains, et c'est quand même c'est là où je vais te poser la question de l'ambition, parce que moi ça me paraît évidemment deux livres très très ambitieux,
et surtout de tenter en fait de faire une radiographie d'une population. On pense bien sûr à Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Et d'ailleurs, je lisais un article sur ton livre ce matin, et il y avait une expression qui disait la version banlieusarde de Perec. C'est-à-dire cette ambition de vouloir, de vouloir radiographier toute une société. Tu es d'accord avec cette expression qui, moi, me semble un peu peut-être réductrice, mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est intéressant, parce que dans l'idée de radiographie, il y a quelque chose... Il y a une façon d'aller prendre une photographie et du coup de pouvoir rentrer dans les détails, comment fonctionne la machine. Voilà, en fait, moi, j'utilise souvent l'expression, le roman, ça me permet de lever le capot sur un endroit du monde, sur un endroit où nous vivons, et de regarder comment... J'ai une passion pour nos machineries sociales, politiques, humaines, familiales. Comment ça marche, comment nous marchons ensemble, comment ça marche d'être en vie, comment on est amoureux, et qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux. Plus, d'ailleurs, comment ça marche que pourquoi on est amoureux, pourquoi il y a autant de misère dans les banlieues. Le pourquoi me passionne pas tellement, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est au chômage, voilà. Comment il va vivre, comment il va se débrouiller avec ça, quelles astuces il va trouver. Donc ces machineries, ça me passionne. Mais c'est pour ça que je préfère la métaphore du jardin à celle de la radiographie. La radiographie pourrait avoir un truc un peu photographié, arrêté, où on viendrait donner une illustration de ces différentes thématiques, et ça pourrait avoir quelque chose d'un peu figé. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus comment ça vit, cette machine. C'est pour ça comment elle fait de la vapeur, comment elle crisse, comment elle couine, comment l'huile coule aux différents endroits. Et c'est de la regarder en fonctionnement. Il y a Roland Barthes qui dit à un moment, je ne sais plus où, il parle de la machine et il dit la machine, c'est... Il y a une chose qu'on oublie quand on n'aime pas trop les machines en général. Il y a un truc qui est réducteur. On préfère le jardin en général à la machine. Et il dit il y a une chose qui est passionnante dans la machine, c'est la possibilité de son bon fonctionnement. Et en fait, je crois que je suis passionné par nos mauvais fonctionnements de machines, parce que j'ai le secret espoir d'un bon fonctionnement possible. Et finalement, se passionner à ce point sur la façon dont nos machines fonctionnent mal tire une espèce, au loin, là, totalement invisible dans ces livres qui sont très noirs, tisse une espèce d'horizon au loin. On est encore dans la nuit, mais il y a la possibilité d'un soleil qui se lève, qui serait, est-ce que finalement, nous, humains, avec des 10 000 ans d'humanité bipède derrière nous, avec autant de culture, autant de livres, autant de films, autant d'aventures, autant d'intelligence, autant d'études mobilisées, est-ce que quand même on ne serait pas capable d'inventer des façons de vivre qui nous rendraient qui seraient un tout petit peu viables et qui nous rendraient un tout petit peu heureux? Du coup, si je rebondis vers toi, parce qu'on s'était posé, donc quand on a préparé cette question de l'ambition, elle est assez belle quand même. On invente des œuvres très diverses, voilà, là sur l'ensemble du festival, il y a plein d'auteurs différents avec des projets littéraires très très différents, mais il y a une chose qui est assez belle, c'est cette histoire d'ambition. Voilà. Donc, du coup, moi j'en parlais un tout petit peu. Toi, du coup, est-ce que tu vois ce que c'est cette histoire d'ambition à l'intérieur de tes livres, et du coup, comment elle travaillerait? Est-ce que c'est un thème qui t'intéresse déjà? Et comment elle travaillerait à l'intérieur de tes livres? Et qu'est-ce que ce serait ton moteur d'ambition à l'intérieur de tes projets? Alors, je n'ai aucune ambition. Aucune. Non, je me pose pas la question de... Je me pose pas la question de l'ambition. J'essaye plutôt... et ça peut paraître paradoxal parce qu'on dit que mes livres sont toujours très construits, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'idée quand je pars. Après, j'ai beaucoup étudié ce qu'on appelle la dramaturgie et je suis passionné par notamment le scénario et le théâtre. Donc moi, mon ambition, qui est un peu dingue, c'est plus une ambition formelle. Ce serait de mélanger, mais ça a déjà été fait évidemment, mais ce serait vraiment de mélanger des genres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parce que je suis persuadé qu'au fond, si on veut s'en sortir aujourd'hui en littérature, face aux gens, enfin aux lecteurs qui se raréfient, et face à la série télé, face au cinéma, mais bon, le cinéma existe depuis bien longtemps, je pense qu'il faut vraiment créer de nouvelles formes. Ce que tu fais aussi, en quelque sorte, tu crées presque une forme sans fin, parce que je pense que ton fantasme ultime, ce serait le livre qui continue à s'écrire, et qui continue à pousser, et qui continue à s'écrire. Donc je pense qu'on est vraiment... Enfin, j'espère en tout cas que la nouvelle génération d'auteurs à laquelle nous appartenons tous les deux
voilà, on est quand même dans une recherche formelle. On n'oublie pas pour autant de raconter des histoires, même si ça m'agace toujours un peu, raconter des histoires, de créer des personnages. Mais voilà, moi j'essaie d'assembler ce qui a priori ne peut pas l'être. C'est-à-dire j'assemble du roman très classique, voilà, je suis un grand lecteur de Maupassant, avec du théâtre, par exemple. Voilà, j'essaie de créer du théâtre. Je mets des didascalies dans mes livres. Dans le prochain, c'est encore plus évident parce qu'il y a énormément de parenthèses. Je vais mélanger le roman familial, le roman d'épouvante et Ionesco. Voilà, bon, après, je fais ce que je peux, mais je pense que c'est vraiment, ce sont des ambitions formelles. Parce que raconter des histoires, je veux dire, quand on écrit des livres, on est quand même censé savoir raconter des histoires et créer des personnages. Je pense que c'est quand même le minimum syndical. Sinon, on ne ferait pas ça. Donc je pense que c'est plus écrire. Non, qu'est-ce que tu en penses? Non, il y a toute une part, enfin je te suivrai pas complètement, il y a toute une part de la littérature qui s'éloigne de l'histoire du personnage et qui réussit à inventer de la littérature. Oui, mais ça c'était tu parles du nouveau roman. Je crois que ça a précédé le nouveau roman et ça se poursuit après. Non, il y a vraiment toute une ligne. En fait, l'histoire c'est passionnant parce que voilà, nous vivons des histoires au quotidien et on s'est toujours raconté à travers des histoires. Mais en fait, on peut aussi se raconter sans l'histoire et sans le personnage. Mais c'est une sous-parenthèse, c'est pas très important. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais on en est revenu aussi du nouveau roman. Ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, raconter une histoire... Enfin, c'est terrible, je veux dire ça en tant qu'écrivain. Mais moi, si j'ai envie juste de lire un destin de personnage ou je vais regarder une série... Aujourd'hui, je vais plus ouvrir un livre, c'est terrible, mais les séries sont tellement géniales, celles qu'on nous fait aujourd'hui. Donc j'attends autre chose de la littérature, tu vois. J'attends, comme toi, un style complètement dément. J'attends de passer d'un style à un autre, de vraiment... ce qui intéresse, c'est quand même, on en revient toujours à ça, à la langue, et on le voit bien à la manière dont tu lis. Donc non, j'attends autre chose de la littérature que juste un personnage. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Mais bien sûr, il y a tout un pan de la littérature qui a refusé le personnage. Mais il me semble quand même qu'en France, on en est un peu revenu. Hein. Mais elle a été nécessaire. Hein. Je trouve le nouveau roman a été nécessaire. Ah ouais, parce qu'il pose vraiment des questions, des questions, je trouve fondamentales. Et c'est important de le relire. Dit-il, sur le nouveau roman. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on t'a comparé à Pérec. Alors, il est déjà presque moins le quart. Donc, peut-être auriez-vous l'envie, la gentillesse, le besoin irrépressible de nous poser une question, Sinon, je désigne quelqu'un au hasard. Ah non, ça c'est au lycée que je fais ça. Pardon, Ah, vous. Attendez, le micro arrive. Alors, je répète, quand est-ce que Charles estime avoir fini le jardinage et que le fruit est mûr? Jamais. En fait, plus jamais. Et alors peut-être la question en fait a vraiment une énorme importance pour moi. Sur mon histoire, c'est pas très passionnant, mais sur mon histoire sur mon histoire récente dans la littérature. Génie du proxénétisme est mon premier livre. Donc la question du jardinage, elle se résout d'une façon très simple parce qu'à un moment, mon éditeur m'appelle et me dit « Charles, le jardinage est terminé. Je ferme le jardin à clé, tu vois. Je mets un vigile devant, tu n'as plus le droit de rentrer parce que le texte va passer chez l'imprimeur, on va le sortir et donc tu ne peux plus faire de correction. » Et moi, je suis là avec mon seau, ma truelle, mon sécateur, et je suis là à piaffer devant la porte en disant « Non, mais je voudrais encore couper des branches, j'ai encore tel truc, et j'ai plus le droit. » Interdiction. Donc c'est pas moi qui réponds à cette question. Et je me souviens que je l'ai pas bien vécu. C'est l'interdiction d'aller jardiner m'a carrément traumatisé, m'a tellement traumatisé que quand le livre est sorti, donc on fait des corrections jusqu'à peu de temps avant la sortie du livre. Et donc la première interview, c'est je sais pas, peut-être un mois après la fin de mon dernier coup de pelle dans la terre, c'est
C'est un mois avant. Et je me souviens très bien, c'est une interview sur France Inter, dans une émission qui s'appelle Le pot-au-feu. Et le journaliste me pose une question, il me parle d'un personnage en me disant « Alors, vous avez un personnage historien qui est hyper intéressant dans le livre. » Et moi, je suis là. Ça fait donc un mois que j'ai fini de travailler sur le livre. Je suis là, de qui il me parle? Il n'y a pas d'historien dans le livre. Alors, je suis en train de chercher. Je me dis, bon, comme c'est une histoire de prostitution, je me dis, bon, il doit y avoir un client. J'ai oublié que j'ai dit que c'était un historien. Et en fait, il y a un chapitre entier du point de vue de l'historien de ce lieu. Donc, j'ai écrit 50 pages sur cet historien et un mois après, j'ai complètement oublié. Et pourquoi j'ai oublié? C'est à cause de ce traumatisme de m'interdire d'aller jardiner. Bon, voilà, comme tout traumatisme, on garde ça, voilà, c'est une espèce de blessure, on garde ça, je guéris doucement, voilà, je cicatrise, et je ne sais pas bien comment faire, et j'en ai pas pris conscience, mais c'est quand j'ai écrit dans les cités, que je me suis rendu compte que j'avais résolu ça, que j'avais décidé de ne plus jamais être blessé par mon éditeur, en tout cas pas à cet endroit-là. Quand je dis ça, c'est pas du tout la faute de l'éditeur. C'est normal qu'il m'interdise de faire des corrections. Je vais pas courir après les livres en librairie avec mes post-it pour rajouter des phrases. Mais j'ai décidé à partir de Dans les cités de ne plus arrêter le processus d'écriture en continuant l'écriture à travers les performances. C'est-à-dire que le livre, c'est une cristallisation particulière du texte, dans une forme qui est très spécifique, avec des qualités. Le livre offre au texte des possibilités qui sont très particulières, des possibilités d'architecture. Les thèmes peuvent se placer avec beaucoup de précision. C'est une mécanique de précision, un livre, c'est magnifique pour ça. Et le fait de pouvoir continuer à travailler les textes sur plein d'autres formes, en performance, avec de la vidéo, sous forme de pièces radiophoniques. Dans les cités, je l'avais adapté pour France Culture, sous forme de pièces radiophoniques. De pouvoir continuer à développer les pièces. Par exemple, on va jouer au grand air, un texte inédit qui continue l'univers de fabrication de la guerre civile, où on est 3 musiciens sur scène, 2 lecteurs. Le fait de pouvoir continuer fait que je continue à jardiner ce territoire-là et qu'en fait le territoire ne meurt plus jamais. Je prends souvent cette image-là. En fait, du coup, maintenant, je suis très heureux de pouvoir travailler comme un créateur de comics. Vous savez, les gens qui ont créé Batman, Superman, tout ça, Spider-Man, bon, il y a les 5 premières bandes dessinées, et puis après, les personnages, ils continuent à évoluer, ils continuent à vivre à travers d'autres bandes dessinées, des variantes, à travers les films, les jeux vidéo, les machins. Et le fait de créer des univers qui restent vivants, dans des formes différentes, voilà, ça fait que j'ai plus besoin de me poser cette question-là, même si au moment où le livre sort, enfin, ou au moment où j'arrête du coup l'écriture du livre, cette cristallisation, je veux dire, elle n'est pas par défaut. Cette cristallisation, je pense qu'à ce moment-là, et pour cet objet-là, pour cette forme particulière, elle est juste. Et c'est vraiment cette histoire de justesse qui m'intéresse. C'est-à-dire, à un moment donné, le texte, sa bonne forme, c'est celle-là. Juste, il va y avoir plein d'autres moments. Et du coup, le texte, il pourra bouger autrement. Vous devez répéter intégralement ce qu'il vient de dire. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui, non? Une fois, 2 fois? Non, je sens que tout le monde a envie d'aller déjeuner. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci. On s'applaudit. Merci à tous. On sera à côté si vous voulez continuer à... Pardon, oui, bien sûr, pour les dédicaces, pour acheter éventuellement des livres et pour discuter de manière plus informelle, pour ceux qui le souhaitent. Exactement. Moi, je pars déjeuner, donc j'ai pas... Non, je serai là. Merci beaucoup.